Ce qui s'est passé après, c'est que en 2001, ma mère est décédée. Et je ne sais pas pourquoi, j'ai eu besoin d'écrire. D'écrire dans un journal intime, d'essayer de faire un peu un bilan de toute ma vie et de toute notre vie de famille. Et en fait, je suis rentré dans une phase d'écriture frénésique. J'ai rempli 15 cahiers comme ça, de 150 pages, que je prenais avec moi partout où j'allais. C'est des petits cahiers A5, j'en ai un dans mon sac. Parce qu'à partir de ces années-là, étant devenu caricaturiste un peu international, j'ai été beaucoup appelé à voyager, à des colloques, à des expositions. C'était encore avant Cartooning for Peace. Et j'avais des heures d'avion et des heures d'aéroport. Au lieu de lire Playboy, eh ben j'écrivais. Et j'écrivais, je ne savais même pas ce que j'allais écrire. C'était incroyable ce qui se passait. J'ouvrais, je sortais un stylo et ma main commençait à marcher et je ne savais pas où j'allais. Et j'ai presque raté un avion un jour, tellement que j'étais dans mon écriture. Et en fait, j'ai écrit deux sortes de choses. J'ai écrit des souvenirs de mes rencontres et de mes voyages, parce que bon, il y avait tellement de choses, je rencontrais des gens intéressants, j'avais des conversations intimes avec des personnes, j'avais des interventions dans des colloques, j'avais entendu des choses intéressantes. Je me faisais des comptes rendus pour pouvoir un peu me souvenir, parce que bon, je me rendais compte que je ne pouvais pas agrandir ma mémoire, c'était pas un ordinateur, ma mémoire. J'avais peur d'oublier des choses importantes, mais dans l'élan de l'écriture, il y avait aussi des souvenirs d'enfance qui me revenaient, d'adolescence et du présent aussi. Et puis mon frère s'est invité sur mes pages, mon père, ma mère, mes frères et sœurs, et moi-même. Et toute ma, appelons ça, mon questionnement existentiel. Et en fait, personne n'a jamais lu ces journaux. Je ne les ai jamais donnés à lire à ma femme. Ça l'aurait trop fatiguée. Elle avait déjà assez à faire avec moi comme ça. Mais moi, ça m'a fait énormément de bien. C'était comme une poubelle d'un ordinateur. Je me suis permis de tout écrire et n'importe comment. Et je ne pourrais jamais le publier. Et je ne l'ai pas fait dans le but de les publier. Je les ai fait parce que j'avais besoin. Et puis, et ça il faut que je le dise avant de continuer, c'est vrai qu'en 1986, j'ai découvert Maus. Vous l'avez lu? Vous avez eu l'occasion de lire Maus? Alors Maus a été paru en deux tomes. Un premier tome en 86, un deuxième en 92, en anglais, puisque Spiegelman est new-yorkais. Et j'ai découvert Maus dans sa première édition américaine, dans une librairie à Jérusalem, par hasard. Je me suis promené, j'ai vu la couverture d'un livre où, si vous vous souvenez, il y avait deux juifs souris sous une couverture, avec une croix gammée et un portrait d'Hitler au milieu. Il était écrit Maus, comme si c'était écrit avec du sang. Je me suis dit, tiens, qu'est-ce que c'est ce bouquin? Je suis rentré, j'ai dit, je peux voir ce livre? On me dit, ah, j'ai que l'exemplaire en vitrine, je peux vous le montrer. J'ai pris le livre, j'ai fait comme ça. Quand j'ai vu que c'était une bande dessinée, je l'ai acheté. Je me suis dit, ça doit être intéressant. Je suis sorti du magasin, je me suis assis sur un banc, et 2 heures après, je me suis levé pour rentrer chez moi. En 2 heures, j'ai tout lu en une fois, et j'ai été sous le choc. J'étais sous le choc parce que, c'était la première fois qu'une histoire sur cette période, racontée par un enfant de la deuxième génération, était racontée sous forme de BD d'abord. Waouh! Et il y avait déjà dans ce premier volume, aujourd'hui on l'achète en un seul tome, mais à l'époque, il a fallu quand même attendre 6 ans avant de lire la suite et la fin. Il y avait toute l'histoire du relationnel très compliqué entre le père et le fils. Et je me suis totalement identifié à son histoire, avec toutes les différences qu'il y a. Je me suis dit, un jour je raconterai mon histoire. J'ai une histoire à raconter aussi, un jour je la raconterai. Mais 1986, c'était il y a combien? 14 et 13, il y a 27 ans. J'étais loin d'être prêt à le faire, mais c'est rentré là et c'est plus jamais sorti. Je me suis dit, un jour, moi qui aime tellement la BD, moi qui me sens tellement proche, au fond, de Spiegelman en tant qu'homme, par le passé qu'il a vécu et par sa vie de créateur, un jour je raconterai mon histoire. Et pour moi, ça a été une évidence. Et il y a 5 ans,
j'ai commencé à dire à ma femme, écoute, je vais faire une BD autobiographique et je vais raconter mon histoire. Et je lui ai dit environ une fois par semaine. Et au bout de quelques années, elle m'a dit que ça la fatiguait de m'entendre dire que j'allais le faire et que je ne la faisais pas. Et c'est vrai, c'était compliqué. C'était compliqué parce que j'étais d'abord très actif, comme je suis toujours très actif. J'enseigne, je fais de la caricature politique en Israël et en dehors d'Israël, de la bande dessinée, de l'illustration de livres d'enfants, de l'illustration de presse. Je donne des conférences. Et je me dis, je ne vais pas pouvoir, en me libérant 1 heure ou 2 ou 3 ou 4 par semaine, faire ce travail. Je sais que si jamais je rentre dans ce projet, il faut que je me disconnecte de tout. Je dis, c'est pas possible. Et je savais, j'étais très conscient, j'étais quand même un grand garçon à l'époque, j'avais plus que 50 ans, que c'était aussi un prétexte parce que j'appréhendais. Parce que je savais que ce n'était pas un projet simple. Parce que je savais que j'allais commencer à faire un bilan de choses dont j'avais jamais parlé avec personne, qu'avec moi-même. Évidemment, j'en avais jamais parlé avec mon père. Et j'étais pas sûr que j'aurais le courage de le faire. J'étais pas sûr que j'étais capable de le faire. J'étais pas sûr que j'allais réussir à le faire. J'étais pas sûr non plus que, artistiquement, j'aurais la capacité de donner forme à ce récit que je portais en moi. J'avais jamais écrit non plus. Être dessinateur, c'est une chose, écrire, c'est une autre. Bref, pour moi, je repoussais l'échéance, mais je continuais à dire que j'allais le faire, jusqu'au jour où, dans l'académie où je donne cours, il y a eu une proposition de demander une bourse de recherche. Il suffisait de proposer un sujet de recherche. Et je me suis dit, bon, je vais remplir le formulaire, je vais dire que je vais écrire un livre sur la 2e génération, et on verra bien. Et ma demande a été acceptée. J'ai reçu une bourse qui m'a permis de ne pas enseigner pendant une demi-année. C'était un congé payé, disons, appelons ça comme ça. Et en fait, un jour par semaine, un jour entier, qui était le jour où j'enseigne, je me suis assis, j'ai pris un cahier, là, vous le voyez, j'ai appelé ça 2e génération, je ne savais pas que ce serait le titre du livre futur, et j'ai commencé dans un style télégraphique, en les numérotant de 1 à je ne sais pas combien, sur 40 à 50 pages, j'ai noté tous les souvenirs et toutes les petites anecdotes que j'avais et qui avaient pour moi une relation avec le sujet général, qui était comment définir ce qu'est la 2e génération d'après mon expérience. Et au bout de ces quelques mois, j'avais un cahier plein et j'avais le sentiment du travail accompli. Je pensais que j'avais fini mon travail. Bien, j'ai écrit, ma femme va me laisser tranquille. Mais au fond, ça a été seulement le début. Parce qu'à partir de ce moment-là, c'était encore rien, c'était une idée. C'était des prémices, c'était moins qu'une esquisse, c'était moins qu'un brouillon. C'était juste d'abord une façon pour moi de vérifier, est-ce que j'ai en fait suffisamment de matière pour raconter vraiment une histoire? J'étais pas sûr, je ne savais pas. Tant qu'on n'écrit pas, vous savez, je me suis rendu compte, en faisant ça et en écrivant le livre, que la mémoire, c'est comme un muscle. Si on ne l'utilise pas, il se sclérose. Et là, j'ai tellement fait appel à cette mémoire qu'il y a des tas de choses qui sont venues d'elles-mêmes. J'étais surpris moi-même de ce que ma mémoire a été capable de me raconter. De petits détails et de grandes choses auxquelles je n'avais pas prêté vraiment beaucoup d'attention. Et au fond, c'était des petites observations qui, ajoutées les unes aux autres, donnaient un peu un corps à un futur récit. Ça a été un peu mon sentiment. Mais qu'est-ce que j'ai fait? Ce cahier-là, il est resté dans un fond de tiroir pendant 3 ans. C'était il y a 5 ans. Pendant 3 ans, c'est resté dans un fond de tiroir. J'ai dit, un jour, quand j'aurai le temps, quand je prendrai ma retraite, quand j'aurai le courage, je ferai mon livre. Et au fond, je savais que c'était un prétexte. Je savais qu'il fallait que je le fasse. Je savais que j'avais peur de le faire. Vraiment, il n'y a pas un autre mot. Appréhension, c'est un très joli mot. J'avais tout simplement peur de m'attaquer à ce sujet et à moi-même. Parce qu'en plus du fait que c'est un sujet tellement compliqué, en Israël, où quand même j'ai presque 35 ans de carrière, tout le monde sait « Ah, Kishka, c'est un marrant. Il fait des dessins super marrants. Il dessine pour les enfants, il est chouette, il est cool. » Et je savais que c'était une histoire qui allait donner
un visage un peu différent au personnage que je représentais aux yeux des lecteurs qui me connaissent. Et il fallait que j'aie le courage de me dévoiler. C'était aussi faire une caricature. Vous savez, illustrer un livre d'enfant, on ne prend pas trop de risques. Si c'est mignon, si c'est beau, ça marche. Quand on fait de la caricature politique, alors déjà, on affiche la couleur. On dit voilà, c'est ce que je pense, c'est ce que je crois, et rien ne m'en fera démordre. Je suis contre ça et je suis pour ça. Donc, on expose ses idées, mais on ne raconte pas sa vie. Là-dedans, on se met à nu, totalement à nu. Et il fallait que quelque chose me décide à le faire. Et la vérité, c'est que, bon, d'abord, j'ai commencé à sentir qu'il y avait comme une urgence. Parce que je voyais bien toute la génération de papa qui s'éteint petit à petit. Et je me disais, c'est vrai que ça ne va pas être simple pour moi de livrer mon livre à mon père. Mais si jamais je rate le métro, je m'en voudrais trop. Ce sera trop bête d'avoir trop attendu et de ne pas lui avoir offert cette occasion qu'on puisse mieux se comprendre tous les deux. Parce que moi, évidemment, j'ai fait tout un travail. J'ai lu le livre que mon père a écrit. Et ça m'a permis de comprendre des tas de choses qu'il ne nous a pas racontées dans l'enfance et dans l'adolescence, qui était l'âge peut-être auquel j'aurais préféré les entendre. Parce que, au fond, quand il a commencé à parler, pour moi, le timing était très mauvais, j'en parle dans le livre. Ce n'était pas à ce moment-là que j'aurais voulu l'entendre. Vous savez, il y a un âge pour former ses enfants, et puis après, il faut les laisser se former tout seul. Et puis, je regrettais, au fond, quelque part, que l'histoire de mon père n'ait pas fait partie de ma formation d'homme. Je sentais que je n'étais pas complet, qu'il me manquait quelque chose. Et c'est une amie psychanalyste qui travaille à Paris 8, qui s'appelle Nathalie Zajde, qui analyse et fait parler des gens de la deuxième génération, et qui écrit, qui fait de la recherche sur le post-trauma de la deuxième génération. Elle est la femme toujours, de celui qui était l'attaché culturel de l'ambassade de France à Tel Aviv. On était liés par des tas d'activités culturelles auxquelles j'avais participé. Et un jour, je lui ai raconté, j'avais déjà ces 40 pages écrites, je lui ai dit, je ferai un livre. Mais là, je ne sais pas. Elle m'a dit, Michel, tu dois le faire, et le faire vite, et l'offrir à ton père. Et j'ai senti qu'elle avait raison. J'ai senti qu'elle avait compris que j'hésitais tellement qu'au fond, je reportais ce projet à plus tard, et qu'il y avait un vrai risque que je ne le fasse pas. Et elle sentait, elle savait, vu qu'elle s'occupe de gens comme moi, je ne suis jamais allé me faire soigner, me faire traiter de façon conséquente. J'ai fait pendant 1 an et puis je me suis arrêté parce que je sentais bien que ça me menait nulle part. Et comprenant ma génération, elle savait très bien que ça ne pouvait que me faire du bien de faire ce travail. Et elle avait raison. Et je savais qu'elle avait raison. Donc, j'ai dit à ma femme, ça y est, je m'y mets. Maintenant, il fallait trouver quand, comment. Et étant donné que je voyageais déjà beaucoup à l'époque, j'étais invité à un colloque à Rennes, en Bretagne. Et c'était en plein mois de septembre, de septembre 2010. C'était il n'y a pas tellement longtemps. Et il m'envoie un mail en me disant, voilà, on va vous sortir votre billet d'avion, dites-nous les dates. Nous, le colloque, c'est 1 jour, mais vous pouvez prendre 1 semaine, 10 jours, comme vous voulez. Ma femme a dit, prends 10 jours. Prends 11 jours. 1 jour de colloque, 10 jours pour toi. Et tu te prends un gîte, tu vas n'importe où, dans une grange, dans une tente, et tu commences ton livre. Parce que j'en ai marre d'en entendre parler et de ne rien voir se faire. Et j'ai profité de cette occasion, et j'ai commencé à chercher. Je me suis dit, je vais venir en Belgique, avant d'aller à Rennes. Je vais aller, je ne sais pas, dans les Ardennes, dans un coin tranquille. Je vais m'installer. J'ai fait quand même toute ma scolarité primaire à Spa. Je me suis dit, je vais voir s'il n'y a pas un gîte à Spa, où je pourrais être. Parce que quand je vais en Belgique, il faut que j'aille voir mon père, il faut que j'aille voir ma sœur, j'ai des oncles et tantes. Ce n'était pas une visite de famille, c'était la première fois, en plus de 30 ans de carrière, que j'allais prendre 10 jours pour moi-même. J'ai toujours travaillé pour les autres. Pour les éditions, pour les trucs, pour les machins, pour mes étudiants. Je me dis, maintenant, il est temps que je travaille pour moi. Et que je sorte de mes tripes,
Kiszka, ça veut dire tripe en polonais, que je sorte de mes tripes, c'est vrai, hein, c'est pas une blague, ce que j'avais dans le ventre. Et que je vois, qu'est-ce que ça va donner quand je vais mettre ensemble mon histoire et mes dessins, est-ce que ça va fonctionner ou non? Je ne savais pas. Et en fait, j'ai eu un ami qui m'a proposé son appartement qui était vide à Liège pendant 5 jours, un autre couple qui m'a proposé leur appartement qui était libre pendant 5 jours à Paris. Donc j'ai fait 5 jours Liège, 1 jour Rennes, 5 jours Paris, et au bout de 10 jours, j'avais écrit 50 pages, comme ça. C'est l'appartement où j'étais à Liège, qui était vide pour moi. J'avais l'internet, Wi-Fi, j'avais une cuisine, une machine à café, et c'est tout. Et j'avais pris avec moi, et ça vous pouvez le voir sur la table, j'avais pris mon ordinateur, parce que j'avais besoin de Google pour avoir des images, des fois. J'avais des crayons, des stylos et une gomme, des feuilles, c'est pas très sophistiqué, hein, mon matériel, et un album de famille, photos de famille que ma grande sœur avait fait avec toutes les photos de famille qu'elle avait pu récolter sur notre histoire. La majorité étant des photos en noir et blanc de notre enfance, mais aussi des photos du mariage de mes parents, des photos de mon père, les quelques photos de mon père d'avant la guerre, et le cahier, là, dans lequel j'avais compilé toutes ces pages. Et en fait, je me suis dit, voilà, je vais prendre anecdote, et je vais commencer à développer ça comme un récit. Et je me suis relu, et j'ai commencé à noter en jaune toutes les phrases qui me semblaient intéressantes, toutes les phrases qui pouvaient faire générer des images intéressantes, ou des dialogues ou des monologues intéressants. J'ai essayé en même temps d'esquisser pour voir comment est-ce que je vais dessiner ça. Et en 10 jours, j'ai fait 10 pages. Et je me suis... Ça a été... Et je l'ai écrit à la fin du livre, mais je vais quand même vous le redire parce que ça a été incroyable. Je n'ai pas dormi pendant 10 jours. J'ai travaillé 18 heures par jour, en m'arrêtant une fois au milieu peut-être. Je ne pouvais pas me lever. J'ai été aspiré par mon travail, par mon livre, par mon histoire, par mon dessin, par mon récit. Et ça veut dire quoi, je ne dormais pas? Je me réveillais toutes les heures. Je me réveillais toutes les heures. J'avais qu'une envie, c'était de descendre du lit et d'aller continuer. Je me dis, il faut quand même que je dorme un peu, sinon je vais tomber sur ma feuille. Je n'ai pas dormi et je n'ai pas senti la fatigue. J'ai senti... J'étais dans un vrai état de nirvana, de jouissance, de plénitude et de fatigue intense que je ne sentais pas. Je faisais enfin, je commençais enfin quelque chose qui m'avait tenu à cœur pendant tellement d'années et je sentais que ça marchait. C'est-à-dire, j'avais le sentiment, j'étais seul. J'avais personne à qui je pouvais montrer et dire « qu'est-ce que t'en penses ?» Et ma femme m'a dit « ne me montre rien ». J'aurais pu scanner, lui envoyer. Elle m'a dit « je ne veux rien voir. Fais ton travail, je te fais confiance ».